Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où on va traiter donc des ROG AP, alias FAC AP, alias Evil Twin, tout ce que vous voulez. Donc ce sont des points d'accès clones, des méchants clones. Alors non, on n'est pas dans Star Wars. Il s'agit de clones. Le principe du ROG AP est de faire un réseau identique au réseau que l'on veut pirater tout simplement. Mais à côté de ça, le but est donc de balancer une attaque DOS, donc faire une DOS sur les périphériques qui sont connectés au réseau pour pouvoir les inciter à se connecter sur votre faux point d'accès, donc votre clone. Le problème étant de cette méthode, c'est que la reconnexion entre le vrai point d'accès et votre faux point d'accès n'est pas automatique. Donc ça, sachez-le bien. Si vous êtes assez proche, quand la personne va être déconnectée de son Wi-Fi, donc logiquement, elle va se connecter, elle va chercher son réseau Wi-Fi dans les paramètres, que ce soit avec un ordinateur ou un smartphone ou peu importe. Et là, donc, elle va trouver votre clone, donc votre ROG AP, et donc s'y connecter si le signal est assez bon, sachant qu'elle n'aura plus accès à son réseau. La personne va donc se connecter sur votre faux réseau. Et à partir de là, une fois qu'elle est connectée donc, sur notre clone, sur notre faux réseau, donc sur notre FAC AP, on va donc lui présenter une page de phishing ou alors lui laisser un accès internet en faisant un bridge, une redirection entre WLAN 0 et une autre interface connectée au net pour pouvoir sniffer le trafic. Voilà. C'est comme la coque, mais là vous sniffez, le trafic. C'est pareil. En Wi-Fi, c'est la même chose. Donc voilà, tout simplement. Mais la plupart des attaques ROG AP consistent à avoir le login et le mot de passe de la box donc sur un Wi-Fi ouvert, sur un Wi-Fi public. Ça consiste à choper les free Wi-Fi et des serveurs Wi-Fi, pour ceux qui ont connu ça à l'époque. Et là, ça consiste donc à choper la code Wi-Fi, donc la clé WPA de la box, en présentant donc une page de phishing. D'ailleurs, en parlant de page de phishing, je vais vous donner un exemple. Si elle est encore présente, je ne sais plus si... non, non. Non, je l'ai plus. Bon, c'est normal. C'est normal dans le sens où il me semble que j'avais remis à jour mon serveur Apache. Donc, le serveur Apache, ce qui se passe quand vous faites un ROG AP, vous devez créer un serveur DHCP. Donc, ça, j'en ai parlé dans le première partie. Ce serveur DHCP va servir donc à attribuer une IP, donc un périphérique qui se connecte. D'accord ? Une IP locale donc. Ah oui, c'est des SRV, je suis habitué à Kali. J'oublie que je suis sur Manjaro, c'est pas le même répertoire. Hop. Après, on va le mettre sur. Alors, c'est CDWW, je sais plus. Attendez, bref, ce que je veux dire, c'est que donc il vous faut un serveur DHCP configuré pour votre ROG AP. Et en même temps, il vous faut donc un serveur web pour pouvoir proposer donc une redirection, enfin une page de phishing, enfin un site web, quel que soit ce que vous décidez de faire par rapport à ça. SRV HTTP. Ok, c'est sur SRV HTTP. J'avais oublié le répertoire sur Manjaro. Donc là, normalement, si je vais sur SRV HTTP, je devrais tomber donc sur. Oui, voilà. Sur la page de phishing, j'ai plus qu'à démarrer le service. Alors, de mémoire, il me semble que c'est ça. Oui, voilà, c'est bon. Donc là, normalement, il a démarré. Et donc, on devrait pouvoir voir la page de phishing qui s'affiche. Donc, voilà. La victime quand elle se connecte. Donc ça, c'est une page pour Orange, la box. Bon, on va y revenir plus tard.
Donc voilà, un ROG AP se constitue de plusieurs choses. D'une part, le ROG AP, il se fait avec un utilitaire qui s'appelle hostapd. D'accord. Bon, hostapd, j'ai installé. Il est là. Donc pour voir la version, si vous l'avez installé sur votre ordinateur, faites hostapd-v, un V pour version. Voilà. Et là, vous pouvez voir que c'est la version 2.6 que j'ai installée. D'accord. Donc ça, c'est sur Manjaro, sous Kali et Debian. Vous pouvez utiliser la version 2.6, 2.9, etc. Mais sous Kali, le mieux c'est d'utiliser BRATAP, qui est de toute manière installable très facilement. C'est un paquet qui est installable, donc avec apt install. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Et ensuite, en une commande, on y reviendra plus tard, vous pouvez créer un point d'accès, voilà, sans s'embêter avec la configuration de hostapd. Mais là, on n'est pas sous Kali, on est sous Manjaro. Donc, sous Manjaro, moi j'utilise hostapd. D'accord. Hostapd, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de créer donc votre clone, votre méchant clone, votre faux point d'accès. Donc ROG-AP, LilTwin, FakeAP, enfin toutes les appellations entre guillemets synonymes de ce clone-là. Voilà. Donc ça, c'est l'utilitaire hostapd qui va vous permettre de créer le point d'accès. Ensuite, un serveur DHCP. Pour ça, vous avez ISC DHCP serveur. Donc c'est un paquet, hein, vous pouvez l'installer. Alors là, je suis sous Manjaro, mais en gros, sous Debian ou Kali, ça devrait donner quelque chose comme ça. Donc ISC DHCP serveur, d'accord. Donc là, vous l'installez. Alors là, si j'en balance la commande, forcément, ça va pas marcher parce que c'est pas les mêmes systèmes. Manjaro est basé sur Arch, je le rappelle. Quant à Debian, c'est Debian, et Kali est basé sur Debian. Donc ça va pas marcher si je mets cette commande-là, d'accord. Dans mon cas, ça serait plutôt pacman-siu ISC DHCP serveur. Voilà. Donc, ce serveur DHCP, il faut le configurer parce que c'est donc lui qui va attribuer une IP et permettre à la personne de se connecter sur votre clone, donc sur votre faux réseau. D'accord. On va aller voir tout de suite un peu comment ça se prononce, enfin ça se présente, pardon. Sachant que j'en ai parlé aussi pendant la première partie, pas sur la partie Wi-Fi, mais le serveur DHCP, c'est quelque chose dont je parle sur la première partie. Voilà, donc DHCP, il est là. Donc voilà, c'est ce fameux dhcpd.conf qu'il faut donc configurer. Hein. Donc là, vous avez normalement l'exemple, à moins que je l'ai retouché, oui. Apparemment, j'ai retouché. Mais vous l'avez ici, de toute manière. Descendez plus bas, vous cherchez le fichier dhcpd.conf et vous avez la même chose. Assurez-vous juste du bon répertoire lorsque vous lancez le serveur DHCPD, parce que là je suis dans ETC DHCP, tandis que là je suis juste dans ETC. Petite subtilité, mais qui peut vous faire perdre du temps si vous n'avez pas l'habitude. Bon, bref, nous revoici donc dans le configuration donc DHCP de notre serveur DHCP, donc qui va attribuer une IP à la personne se connectant sur votre réseau. Donc ça, c'est valable pour tous les réseaux. Tous les réseaux fonctionnent avec un serveur DHCP, vos box privées, etc. aussi fonctionnent avec un serveur DHCP. Donc là, on a le plus important. Je vais vous montrer le plus important. Donc le subnet, d'accord, le netmask, l'interface sur laquelle vous allez lancer donc votre serveur DHCP. Donc ça sera forcément la même interface qui fait le ROG-AP, donc le faux point d'accès. Là, vous avez donc le range d'IP, donc ça veut dire la délimitation d'IP, c'est-à-dire que là, on aura une première IP qui commencera par ce chiffre et on aura la fin, donc la fin de l'adressage IP qui se terminera donc par ce chiffre-là, d'accord. Ça permet, là, dans notre cas, de laisser quand même quelques clients pouvoir se connecter, d'accord. L'option du routeur, encore une fois, le subnet,
Et donc là, option domain name server. Alors moi j'ai mis ça, mais normalement c'est tout ce qui est 8.8, 8.8.8 et 8.8.8.4.4, les trucs de Google. Hein, d'accord. Vous pouvez aussi utiliser des Open DNS. J'ai plus les chiffres de mémoire, mais en général c'est ceux de Google qui sont utilisés. D'accord. Et surtout cette option qui est importante, Allow Non-Client. D'accord. Donc en gros, une fois que vous avez capté comment fonctionne un serveur DHCP, encore une fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'en parle dans la première partie, et puis il y a plein d'exemples sur Internet, vous pourrez configurer l'IP sur votre réseau, l'IP local, et permettre donc aux utilisateurs de se connecter sur votre réseau. D'accord. Donc, HostAPD est un utilitaire qui ne sert pas uniquement à créer des rogues AP. À la base, c'est pour partager son Wi-Fi. C'est un peu comme sous Windows, le partage de connexion, etc. Seulement HostAPD a quand même pas mal d'options intéressantes. Donc, la plupart des gens qui utilisent HostAPD, c'est pour faire des hotspots avec Internet et les rediriger. Donc, rediriger les clients après sur Internet. Via le hotspot et une autre interface qui est connectée donc sur Internet. D'accord. Donc à la base ça sert à ça. Mais du coup ça sert à faire des rogues AP. Donc une fois que vous avez donc HostAPD qui est le créateur de points d'accès, une fois que vous savez comment configurer un serveur DHCP, eh ben, il faut installer donc Apache 2 ou Light HTTPD, hein, selon ce que vous voulez, ça sert à la même chose, qui est donc qui sont des serveurs web. Apache 2 est un peu plus complexe, Light HTTPD voilà, fait aussi le taf, hein, pas se mentir, il est bien pratique, surtout pour faire un simple rogue AP, il n'y a pas besoin d'un truc de ouf. Bon, moi j'ai pris l'habitude d'utiliser Apache, mais c'est un choix personnel. Du coup, vous avez des droits à attribuer forcément sur ce serveur web pour que les pages s'affichent. Et ces droits, donc, on peut les voir ici. Voilà. C'est ça. Alors, je vais présenter. C'est un programme que j'ai fait. On va en parler après, pas de suite. C'est encore un peu tôt. Donc, le principe est simple. La personne se connecte sur votre faux réseau. Elle obtient une IP et elle est redirigée sur votre serveur web, donc Apache 2 ou Light HTTPD, qui va présenter une page de phishing. D'accord. Et en fonction de cette page de phishing, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ça dépend de la personne. Là, ce qu'on a vu, c'est une page de phishing, je vais la remettre tout de suite, mais c'est une page de phishing pour Orange et les Lightbox. D'accord. La plupart des tools actuels, donc des outils d'audit Wi-Fi comme Erguedon, Fluxion, Wi-Fi Fisher, etc., utilisent aussi des pages de phishing pour essayer de demander donc la clé. Hein. Ils demandent le code Wi-Fi à la personne en présentant sur la page qu'il s'agit d'une erreur, que la box doit être redémarrée, etc., et qu'il faut rentrer le code. Et derrière, donc la personne qui a créé le faux point d'accès récupère le code via la page de fichier. Voilà, ça c'est ce que font la plupart des scripts. D'accord. Maintenant, le mien, celui que je vais vous présenter là, alors il existe depuis 2016. C'est un script que j'ai fait depuis 2016. Au début, il était en Bash, puis j'ai viré sur du Python, puis là, en ce moment, il est sous du Ruby. Voilà, je me suis amusé aussi avec les langages de programmation. La différence, vous allez me dire, oui, mais il y en a déjà beaucoup. Erguedon est très connu, Wi-Fi Fisher est très connu. Enfin, voilà, il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus connus que le mien, qui est un petit projet hein, que j'ai fait dans mon coin quand j'avais le temps, etc. Le mien, en fait, on va retourner sur la page. Hop. Le mien, alors voilà, la particularité du mien, c'est que donc il demande l'appui du bouton WPS. D'accord. Il n'y a aucun script pourtant c'est tout con, hein, mais il n'y en a aucun qui a eu l'idée de dire bah tiens, je vais faire une page de phishing en demandant l'appui du bouton WPS plutôt que de demander le code Wi-Fi directement, de rentrer le code Wi-Fi directement. Alors que pourtant, rentrer le code Wi-Fi directement, c'est beaucoup plus long
est beaucoup plus suspicieux pour la personne qui va qui va leur entrer sur la page de phishing. Et il n'y en a aucun qui ait vraiment eu l'idée de faire ça. Donc déjà, mon script se démarque vis-à-vis des autres par rapport à ça. C'est qu'une fois que la personne appuie donc, sur son bouton WPS, mon script le détecte et à ce moment-là, il lance une négociation WPS sur la box pour pouvoir se connecter à elle et obtenir donc son code Wi-Fi, sa clé Wi-Fi, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Donc ça, dès 2016, dès la première version, c'était en bash, la version Hostbase 0.9. Là, je vous montre la 1.4, mais en fait, elle est en 1.6. La 1.4 est plus maintenue parce que c'était une interface graphique que j'avais fait avec GTK2, pour ceux qui connaissent. C'est un utilitaire qui permet de créer des interfaces graphiques comme il y en a d'autres. Il y a TK, je ne sais plus comment ça s'appelle aussi, il y en a une autre. Bref. Mais du coup, l'entretien, enfin la mise à jour et l'entretien de l'interface graphique, donc GTK, me prenait beaucoup plus de temps que le code pur en lui-même, c'est-à-dire le code du tool, les idées améliorées, etc. Donc du coup, je suis repassé sur du shell, un programme shell tout court, tout con, tout simple, sans m'embêter avec des interfaces graphiques comme GTK. D'accord. Par exemple, il me semble que là, sur la 1.5, il me semble qu'elle y est encore. Je vais vous dire ça tout de suite, l'interface graphique, si jamais vous voulez voir. Honnêtement, je sais plus. Oui, je crois qu'elle y est encore sur cette version. Bref, tenir, on en est tout de suite à l'heure où je tourne la vidéo, à la version, donc. Attends, on va revenir sur la branche master, à la version 1.6, qui est donc dans la branche shell de GitHub. De toute façon, quand vous arrivez sur la page de Hostbase, vous avez un lien là, comme je vous avais pu voir, qui vous redirige sur la bonne version. Bref. Donc de la 0.9 à la 1.6, il y a eu du taf quand même. Ça s'est pas fait au hasard. Qu'est-ce qui a changé? Alors, si vous avez bien lu le PDF et si vous avez bien compris le PDF, avant il y avait une fréquence Wi-Fi, donc la 2.4 GHz, et aucun script ne proposait d'attaquer deux fréquences simultanément, et en même temps, quoi. Donc sur la fréquence 5 GHz, qu'on a apparu, ce qui fait que il y a quelque chose qui s'appelle le Wi-Fi intelligent, ce qui fait qu'avec le Wi-Fi intelligent, en fait, quand vous attaquiez le réseau en seulement 2.4 GHz, si le périphérique était compatible, si le périphérique connecté à la box que vous cherchez à attaquer était compatible 5 GHz, avec le Wi-Fi intelligent, il switchait automatiquement sur du 5 GHz, ce qui fait que l'attaque ne marchait pas. D'accord. Parce que du coup, vous pouviez toujours attendre que la personne se connecte à votre fort réseau. Le but étant de couper la connexion, donc pour qu'elle se connecte sur votre fort réseau qui a le même nom. Du coup, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'attaque, la DOS, comme on appelle ça, donc Denial of Service, qui consiste à flouder, à envoyer plein de paquets pour couper la connexion, ne marchait pas. Donc sur la plupart des scripts, les gens se demandaient pourquoi ça marche pas. Encore une fois, c'est pas pour jeter des fleurs, c'est juste que c'est pour vous montrer que c'est un petit script artisanal qui marche très bien. J'étais le premier à intégrer une attaque simultanée sur du 2.4 GHz et du 5 GHz en même temps. En plus d'avoir eu cette idée d'utiliser donc le bouton WPS plutôt que de demander la clé sur la page de fichier. Voilà. Alors c'est sûr, ça demande un peu plus de code que de demander une simple clé, parce que derrière, une fois que la personne appuie sur son bouton WPS, il faut pouvoir lancer, donc déjà le détecter, et ensuite lancer la négociation d'échange WPS avec la box. Donc ça demande un peu plus de code. Mais bon, je suis quand même surpris que déjà en 2016, personne n'ait pensé à ça. Donc voilà. Il y a aussi dans ce script, il y a plein de choses un peu exotiques. Il y a aussi, vous allez voir, si je peux rentrer, donc, oui voilà, j'ai accès.
Alors, c'est dans Berit que j'ai mis ça. Voilà, donc Berit AP. Tac, tac, tac. Voilà, il y a aussi des choses un petit peu exotiques et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dis, j'ai vraiment pensé à tout quand j'ai fait ce script. Là, ici, on peut voir que donc là, c'est l'utilisation de Berat AP. D'accord, c'est ce que je vous disais avec Kali, par exemple. Il suffit de l'installer donc avec apt install Berat AP. Et donc là, on peut voir, donc on active l'option Manalood. Donc je l'ai aussi installé, je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Normalement, je l'ai installé ou pas? Je sais pas, sur Manjaro. Bah, apparemment, je l'ai pas installé sur Manjaro. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on active donc l'option Manalood, on redirige tout donc sur localhost, c'est nous, hein, voilà. La norme Wi-Fi, donc on le laisse en N, hein, parce que ça marche quand même un peu mieux si vous mettez simplement ABG, enfin G, ça aura un tout petit peu moins de portée. Le G là signifie "-G", c'est pas la norme là, c'est l'abréviation de gateway. Donc c'est ce que je vous disais, le serveur DHCP donc doit être configuré sur une IP, sur la même IP que ce que vous indiquez à Berat AP. La carte donc, qui sert à faire le ROG AP. Oups là, je sais plus où j'ai switché là, je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Voilà, et, le canal. Et là, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc là, vraiment, c'est le SSID. Et là, j'ai mis un shell escape. Alors, un shell escape, c'est quoi? C'est quelque chose qui va nous permettre d'échapper un caractère particulier dans une commande ou alors de faire un espace et que celui-ci soit pris en compte dans un script, donc dans une programmation. Voilà, comme ce fichier-là, qui est un fichier donc en Ruby de programmation. Tout simplement parce que sous Windows, si vous créez un réseau qui a exactement le même nom que l'autre, eh bien, il ne va pas s'afficher, ou alors, donc, quand la personne va perdre sa connexion, vous avez lancé l'attaque, il ne va pas s'afficher, ou alors, il va s'afficher, mais il y aura un truc, ce réseau est identique, enfin sous Windows, hein, je vous parle, quand vous cherchez à vous connecter, ce Windows est identique à un autre, et de vous vouloir connecter, enfin machin. Il y a une petite alerte qui apparaît, je ne sais plus exactement laquelle, je suis plus sous Windows depuis des années, mais il y a quelque chose qui apparaît. Grâce à ce shell escape, on va permettre donc de mettre un espace, comme vous voyez là. Il y a un espace entre SSID et la cote, enfin le caractère là, qui nous permet de délimiter le nom de l'SSID. Et c'est pas un hasard. Euh, c'est pas un hasard, c'est-à-dire que juste avec un espace et rien écrit derrière, on arrive à bypass le nom, ce qui fait que le nom, quand la personne va vouloir se connecter à votre faux réseau, le nom va s'afficher sans qu'il y ait de message particulier sous Windows, et surtout il va s'afficher, ce qui n'est pas le cas si on garde exactement le même nom. Le même réseau ne va pas forcément s'afficher. Et ça, c'est quand même problématique dans ce type d'attaque, puisque le but, c'est justement de créer un clone qui soit identique, mais il faut que ce clone soit encore visible. Et c'était pas tout à fait le cas avant que je mette juste cet espace pour pouvoir faire apparaître donc, le clone dans les réseaux de la victime, tout simplement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'entre le bouton WPS, entre l'attaque simultanée des fréquences 2.4 et 5 GHz, entre cette petite astuce qui permet... Enfin, vous voyez, ce script, c'est purement francophone. Enfin, voilà, j'ai passé du temps dessus. Et il est gratuit, hein, parce qu'il est sur GitHub, vous pouvez le télécharger quand vous voulez. Du coup, je mettrai le lien évidemment dans le fichier PDF. Mais voilà, ce script est un amoncellement de petites choses qui vont peut-être, parce qu'on ne sait jamais après
en conditions réelles, hein. Il y a des fois où ça ne marche pas, hein. Je vous ai dit, WPA dans la première vidéo a créé un gros frein, surtout depuis qu'ils ont freiné aussi les failles WPS. C'est devenu un peu plus compliqué, mais quand on tombe sur quelqu'un qui presse de se connecter ou quelqu'un de têtu, honnêtement ça peut le faire. Je dis pas que ça le fait tout le temps. Il faut qu'il y ait plusieurs paramètres en fait pour que l'attaque soit effective. Il faut que donc quand vous fixez votre réseau avec Aerodump NG, il faut que celui-ci ait un bon signal. C'est très important pour les clones. Hein. Faire un regapé, parce que si vous êtes trop loin, votre regapé il va apparaître, il va pas qu'en bas du gestionnaire sans fil, donc sous Windows de là où vous vous connectez, il va apparaître qu'en bas, ou alors il va pas apparaître du tout si vous êtes trop loin du réseau. Donc en fait, les deux critères pour moi, pour faire un regapé, c'est il faut que le réseau soit proche. Donc ça, vous pouvez le voir dans la colonne PWR, comme je vous ai montré dans la première vidéo sur Aerodump. Et ensuite, il faut qu'il y ait quelqu'un de connecté. Donc rappelez-vous la colonne Station, donc station, qui signifie qu'il y a un périphérique de connecté dessus. Si vous n'avez pas ces deux critères, même si le réseau est proche, imaginez que vous avez un réseau qui est très proche, mais que vous n'avez personne de connecté. Et que vous avez un réseau un tout petit peu plus loin, mais qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un de connecté dessus. Dans Station, il y a un ou deux périphériques de connecté dessus. D'accord. Ça, vous pouvez le voir entre Station et BSSID, et avec le BSSID de la box en regardant bien dans les colonnes. Hein, comme je vous avais montré sur la première vidéo, vous pouvez en déduire combien il y a de périphériques de connectés, d'accord, à la box. Donc, si vous avez un réseau qui est proche mais où il n'y a personne et un réseau qui est un peu plus loin où il y a du monde, au final, il vaut mieux aller essayer d'attaquer celui qui est un peu plus loin où il y a du monde que celui où il n'y a personne qui est connecté, parce que tout simplement, si ça se trouve, la personne se connecte via un câble Ethernet et n'utilise jamais son Wi-Fi ou très rarement. D'accord. Donc, il faut c'est un ordinateur fixe qui n'a pas le Wi-Fi ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est juste une question de choix. Donc, même s'il est un peu plus loin, s'il y a des gens de connectés, n'hésitez pas à aller attaquer un réseau plus lointain. Par contre, évidemment, si le réseau proche a des gens de connectés dessus, donc 1, 2, 3 périphériques, il ne faut pas hésiter à faire une tentative dessus. D'accord. Voilà, donc ceci étant, Hostbase est donc un programme que j'ai fait seul. Après, il y a juste KCDTV, qui avait son forum avant, bon, des histoires entre temps, etc., mais qui m'avait aidé pour, pour la traduction, tout ça en espagnol, enfin, qui m'avait filé un coup de main. Parce que si je parle espagnol couramment à l'écrit, bon, c'est pas exactement pareil. Donc voilà, mais voilà, c'est moi qui suis à l'origine du projet, depuis la version 0.9. C'est juste que j'ai pas gardé toutes les versions, là on en est à la 1.6, et la plus vieille que vous pouvez voir sur mon guide, c'est la 1.4, tout simplement parce que j'ai supprimé les autres, entre 0.9 et 1.6, il y en a eu plein. J'avais pas m'amusé à garder les trucs qui sont qui ont été qui sont plus du jour, qui sont plus au goût du jour, parce que vous savez, en informatique, tout va très vite et tout s'actualise plus vite que la LGV. Donc voilà. Donc une fois que vous arrivez sur votre page de phishing, vous avez donc, elle est là. Donc ça c'est pour l'iBox. Donc vous avez donc ça qui s'affiche, donc la victime va tomber sur ça, blablabla, réinitialiser, vous disposez, blablabla, avec une image quand même pour lui indiquer où il doit appuyer, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un bouton WPS, hein. Il y a des gens âgés ou quoi que ce soit qui ne savent pas ce que c'est, même des jeunes, et donc voilà. Et là aussi, encore une fois, j'y viens, Hostbase aussi dispose, et le seul script aussi à proposer ça. Je suis pas en train de vous le vendre, je m'en bats les couilles. Vous utilisez ce que vous voulez comme script pour faire vos tentatives. En plus, j'ai rien à vendre, il est gratuit. Il est proposé gratuitement, il est sur GitHub, donc les gens, voilà, j'ai aucun intérêt, c'est juste que je l'ai fait avec
Ça m'a pris du temps et j'ai trouvé des idées qui peuvent petit à petit, comme je le dis, c'est un amoncellement de choses qui peut faire que votre tentative d'intrusion sur un réseau Wi-Fi marche. Voilà. Encore une fois, aide, donc besoin d'aide, un technicien peut vous répondre en ligne. Voilà, boum, là on clique dessus et on tombe sur une page, un chat. Alors très rudimentaire, mais on s'en fout. J'ai mis logo d'Orange, j'ai mis deux trois conneries en bas de la pub, ça fait plus crédible. Là j'ai mis ça, bref. Ce chat fonctionne avec, c'est en Ajax, donc il fonctionne donc avec du JavaScript et du PHP. Donc là en fait la personne si elle clique là-dessus, vous de votre côté vous allez sur votre navigateur web, donc vous tapez 127 pitu chouette, vous allez là. Vous envoyez donc le premier message, par exemple, bon là j'ai mis un exemple, vous envoyez bonjour, je suis là pour vous aider, enfin peu importe, etc. La personne va vous répondre et vous pourrez discuter en direct avec elle, et ça permet aussi de lever des doutes, c'est-à-dire que certaines personnes vont être réticentes quand même à appuyer sur... Alors, moins réticentes que s'il fallait rentrer la longue clé Wi-Fi, vous savez maintenant c'est des caractères, des machins, c'est galère à rentrer, on va pas se mentir. Par contre, le bouton WPS, c'est quand même beaucoup plus facile à faire comme technique parce qu'ils ils ont juste à appuyer dans le WPS. Mais voilà, du coup, ce chat permet de lever certains doutes par rapport à la victime si jamais elle se connecte et qu'elle n'y arrive pas, qu'elle a des doutes, elle va vous parler là-dessus et vous pourrez vous faire passer pour le technicien de chez Orange. Pourquoi il se me lance celui-là? Attendez, ça tourne toujours ou pas? Il s'est mis là.